Eh bien, bienvenue pour cette quatrième édition du salon RFI de EFI-Link à Lyon. Nous avons la chance cette année d'avoir un ensemble Verity Audio dont une vraie nouveauté présentée en France, qui vient d'être présentée au show de Denver la semaine dernière. Et puis au-delà de ça, on a quand même cette magnifique chance d'avoir et Julien Pelchat de chez Verity Audio, donc côté speaker, je t'en prie Julien, et puis Maxime qui développait toute la partie électronique. Et donc je vous laisse prendre le relais pour poser les quelques questions qui intéresseront nos auditeurs et nos visiteurs. Bonjour messieurs, bonjour. Bienvenue en France, merci de venir nous présenter ce beau système qui a fait rêver les gens hier et qui va continuer aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez d'abord un petit mot nous expliquer les enceintes pour la version des électroniques un petit peu après, parce que c'est aussi le cheminement de la marque Verity Audio. D'abord aller sur les enceintes et après sur les électroniques. Maxime nous expliquera ça. Excellent. Donc, les enceintes Verity Audio, au départ, depuis 1995, année où on a démarré Verity Audio, mon associé Bruno et moi, on a toujours essayé de, comme on dit en bon français, think out of the box. C'est-à-dire, on a toujours essayé de trouver des solutions innovatrices. Bon, si on parle de la construction d'une enceinte, normalement, il y a le livre de recettes, c'est assez facile. Par contre, là où nous sommes questionnés, c'est que souvent il y avait un problème de fatigue auditive avec plusieurs enceintes et on a remis en question beaucoup de choses sur la façon de concevoir les filtres, ce qui nous a amené à avoir des filtres où le point de recouvrement entre le tweeter et le médium est très élevé, de façon à éviter toutes les rotations de phase dans la zone très sensible de l'oreille humaine. Et en même temps, ça nous a amené à avoir des médiums très largement, donc des médiums qu'on a conçus en partenariat avec la firme danoise Scanning Audio Technology. D'accord, ce ne sont pas des dinoduos. Ah non. Ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble parce que M. Scanning possède le brevet sur ce type de cône, il est un des cofondateurs de Danoise. Mais sinon, ça n'a rien à voir. Et ça, ici, comme ce médium, c'est un médium avec bobine courte en trop fer long, donc masse mobile très légère, qui nous permet de finir très haut en fréquence. Le parleur de glace, c'est la même technologie d'ailleurs, c'est le même fournisseur, selon nos spécifications à nous. L'autre chose intéressante dont j'aimerais parler, c'est les bases en dessous. Comme la plupart des manufacturiers qui ont démarré, qui fabriquent les enceintes, les gens utilisent des pointes en dessous. Nous aussi, on utilisait des pointes pendant des années, mais pendant des années, on s'est cassé la cervelle à comprendre pourquoi l'enceinte, lorsqu'elle change de surface, lorsqu'elle est sur une surface en béton versus un tapis versus le bois, la sonorité de l'enceinte était grandement affectée. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que lorsqu'on utilise des pointes, on vient coupler l'enceinte avec le plancher. Donc le plancher fait partie de l'enceinte et sa caractéristique sonore va être transmise à l'enceinte. Et nous, on voulait avoir une enceinte qui offre une performance maximale et identique sur toutes les surfaces. On a travaillé pendant des années là-dessus et on a un de nos clients en fait qui est un docteur en physique de la Navy américaine qui nous a donné tout le monde. Et puis on est arrivé à développer un sandwich spécial qui est ici à l'intérieur. Donc on voit il y a une plaque du dessus. Donc toute la base de l'enceinte s'assoit sur cette plaque qui sert à capter l'énergie qui est transmise dans ce sandwich ici, où l'énergie est complètement dissipée et l'enceinte est parfaitement isolée du plancher. Voilà, comme ça, vous vous affranchissez de tout problème. On s'affranchit de tout problème lié au plancher. Et immédiatement, quand on a commencé à utiliser cette combinaison-là, le grave, la balance tonale de l'enceinte reste la même, sauf que le grave est beaucoup mieux défini. Et le placement des instruments dans l'espace est mieux défini également. Ça libère l'enceinte complètement à ce moment-là. Un petit mot sur le Twitter que vous utilisez à ruban, puisque bon, c'est la grande mode du moment, entre guillemets, le Twitter à ruban, ça revient. Beaucoup de constructeurs ont tendance à en mettre des fois peut-être un peu trop ou sans vraiment maîtriser le processus. Quelle est la particularité de votre Twitter? Ça, c'est un Twitter à ruban Verity Audio, fabriqué chez Verity Audio. Dans les premières générations de Sarastro et de Lohengrin, on utilisait à l'époque un Twitter Raven
fabriqué aux États-Unis. Et puis, bon, on a eu des problèmes d'approvisionnement avec Raven. Et puis, quand on a analysé un peu la façon dont on le fabriquait, on s'est vraiment questionné là-dessus, puis on a réalisé qu'on pouvait vraiment aller plus loin. Par exemple, eux utilisaient un aimant qui était à l'arrière avec des pièces polaires qui reviennent de chaque côté du ruban, alors que nous, on vient positionner les aimants directement de chaque côté du ruban. Le feutre à l'arrière du ruban, d'ailleurs, c'est un feutre qu'on achète chez Neumann, les fabricants de microphones. Donc, c'est vraiment chaque pièce là-dedans est vraiment de la plus haute qualité possible. Et c'est fabriqué chez nous. Combien de temps prend la réalisation d'un tweeter? Oh mon Dieu! En fait, les employés qui les fabriquent environ 2 paires par jour. D'accord. Ça met quand même un certain temps, c'est pas quelque chose... Oh, et c'est très délicat parce que les aimants sont très puissants. Et puis il y a toute une méthodologie pour le faire parce que si les aimants s'approchent, j'en ai vu que pratiquement qu'ils explosent. Là. Ils sont vraiment attirés, ils s'envolent partout, c'est dangereux. Là. Il faut vraiment faire attention. J'avais vu pas mal de... Moi je suis un fan par ailleurs d'une autre marque allemande qui utilise aussi des tweeters un peu à ruban, c'est ELAC. Oui. J'ai eu l'occasion de voir pas mal de reportages sur la fabrication. Sylvain, qui est notre ami suisse, qui est à la caméra, il n'y a pas très loin de chez Piega, eux aussi utilisent des tweeters à ruban. Par contre, hier, j'ai rien contre Piega, par contre, c'est vrai que leur caisse en aluminium, je ne suis pas très fan, et vous nous expliquiez hier que l'aluminium apportait une résonance. À l'époque, nous, avant de démarrer Verito Audio, mon associé et moi, on s'est rencontrés chez la firme Oracle, qui fabrique les platines analogues, la fameuse Delphi et tout ça. Et puis, chez Oracle, c'était une des caractéristiques, c'est que le sous-châssis aluminium était constitué de 5 couches d'aluminium collées avec une colle aérospatiale, c'était qui dégageait une odeur incroyable de toute façon. Mais pourquoi on faisait ça à l'époque? C'est parce que l'aluminium, si on prend un panneau d'aluminium et on frappe dessus, c'est une cloche. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais « high energy storage material ». Ça accumule l'énergie, après ça le relâche sous forme de résonance. Donc, il faut vraiment que l'aluminium, pour qu'il travaille, pour pouvoir l'utiliser dans l'audio, soit vraiment bien amorti. Et il y a tout un travail. Pas d'aluminium dans les enceintes Verity. Pas d'aluminium. En fait, oui, il y a la plaque ici, qui est un bloc d'aluminium. Mais de chaque côté, il y a les coussinets de sorbotane. Et c'est une masse flottante qui sert à découpler la partie du haut de la partie du bas de l'enceinte. D'accord, mais les caisses ici sont bien en Absolument. En fait, c'est un composite un peu similaire au MDF, mais qui est plus rigide, qui est plus dense que le MDF. Et également, nous, ce qu'on a travaillé, c'est vraiment l'impédance mécanique entre les différents panneaux, de façon à ce qu'il n'y ait aucune discontinuité dans l'impédance mécanique pour que l'énergie circule dans la structure, et à l'intérieur on utilise un système de renfort basé sur la suite de Fibonacci, donc de façon à ce qu'il n'y ait aucune des sous-divisions qui soit un multiple de l'autre pour éviter que les résonances de panneaux par exemple s'additionnent ou quoi que ce soit, qu'ils soient parfaitement répartis sur la bande passante. Ok, on est un petit peu pressé par le temps parce qu'il y a beaucoup de public qui veulent voir un peu ce système et pouvoir rêver à l'écoute, parce que c'est vrai que ça a un coût, donc tout le monde ne peut pas se l'offrir, mais encore une fois, moi j'ai été emballé hier. Est-ce que Maxime, vous pouvez nous parler un petit peu du cheminement, d'abord des électroniques après coup, mais d'abord pourquoi Verity Audio a voulu proposer un ensemble ampli, DAC, avec ampli de puissance, quelle a été, entre guillemets... Ok, la genèse essentiellement de la création des électroniques, c'est le programme Monsalva, donc le fer de lance de la société Verito Audio, qu'on a présenté d'ailleurs en grande primeur à Denver la semaine passée. Dans le programme de développement du Monsalva, on s'est vite rendu compte que l'équipement disponible avait des limitations qui nous nuisaient dans notre vision. Donc, le premier chapitre essentiellement a été de développer un processeur audio qui permettait de faire la séparation des fréquences pour le système Monsalva, de créer une ligne de délai aussi au niveau du son pour aligner temporellement les tours principales avec les caissons graves qui sont placés à l'arrière de la salle. On voulait aussi faire des choses spéciales au niveau, entre autres, du upsampling, essentiellement ce qui était requis pour notre architecture. Donc j'ai développé ce qu'on appelle le Pro 6, qui est un processeur numérique, 6 canaux, qui fait la séparation de fréquences, qui fait toutes les fonctionnalités que j'ai décrites. Après avoir fait ça,
on s'est dit, bon, on a développé vraiment une superbe technologie, c'est dommage que ça reste seulement pour le Mont-Salva, donc on a décidé de commencer à décliner cette technologie-là sur les autres produits. C'est là qu'est né le Pré 2, qui est le petit frère du Pro 6, donc qui utilise la même architecture, donc des unités de calcul extrêmement puissantes, une isolation complète entre la section analogique, digitale et entre les entrées numériques aussi. Préampli convertisseur. Préampli convertisseur qui a des entrées numériques et aussi des entrées analogues. Ce qui est intéressant, c'est que le domaine analogue ici est transféré en domaine numérique pour le traitement et restitué par la suite à travers les DAC. Il y a 8 DAC par canot. Il y a 27 power supply, 27 alimentations indépendantes dans l'unité. Il y en a 56 dans le Pro 6, donc c'est vraiment un travail d'orfèvrerie pratiquement pour tout isoler, parfaitement séparer les canaux. Donc les caractéristiques sont extraordinaires. Un travail sur le numérique, sur l'analogique, mais aussi sur la qualité des alimentations pour pouvoir fournir un courant. La chaîne au complet, oui, c'est ça, pour s'assurer d'avoir des niveaux de bruit qui sont extrêmement faibles, de l'ordre du microvolt, des planchers de bruit qui sont pratiquement disparus, à peine mesurables. Donc, on est très contents du Pré 2. Et après ça est arrivée la question des amplificateurs. Bon, le programme Mont-Salva requiert 6 canaux d'amplification, donc 3 amplis stéréo. Encore une fois, on est allé avec différents manufacturiers, on ne trouvait pas vraiment ce qu'on voulait. J'avais déjà quelques designs d'amplificateurs dans mes cartons qu'on a dépoussiérés, qu'on a mis au point ensemble avec l'équipe de Vérité Audio pour arriver exactement à notre fin. Donc est arrivé le AMP 60. 60 ou 60 watts. 60 watts par canal, c'est ça, malgré sa taille et son poids de 80 kg. C'est un ampli avec une puissance qui est raisonnable, mais qui est tout à fait à la hauteur de la classe A. Classe AB. Classe AB. Classe AB, oui. Donc c'est ça, le focus a été mis sur l'alimentation, une très grande réserve d'énergie et aussi une capacité de livrer cette énergie au haut-parleur qui est extraordinaire. C'est vraiment là que le focus... Qu'est-ce qui explique? Parce que classe A, on s'attend effectivement à des gros amplificateurs parce qu'elles vont absorber entre guillemets la chaleur de l'appareil. Là, qu'est-ce qui explique entre guillemets la taille pour de la classe AB? Quelle est vraiment la marque de fabrique des électroniques Verity Audio? L'alimentation, entre autres, le transformateur qui est à l'intérieur est une pièce de 35 kg. Donc déjà, c'est un truc qui prend la moitié de l'espace du boîtier. Évidemment, des condensateurs de réserve généreux. Il y en a plusieurs. Ça aussi, ça prend beaucoup de centimètres carrés dans le boîtier. Donc, l'alimentation prend pratiquement les 2 tiers du boîtier. Et le reste étant évidemment les amplificateurs eux-mêmes qui sont répartis de chaque côté du boîtier. D'accord. Donc, grosso modo, c'est vrai qu'il y a une petite tendance aujourd'hui dans le monde de la haute fidélité, c'est les enceintes actives. Vous avez décidé de ne pas franchir ce palier, c'est-à-dire pas mettre l'électronique dans l'enceinte, mais plutôt d'avoir quelque chose de déporté. Donc c'est bien quand même qu'on ne peut pas tout faire dans les enceintes actives. Oui, tout à fait. Il n'y a pas la place nécessaire. Mais c'est pas juste ça, aussi les catégories d'amplification qu'on met généralement dans les enceintes actives. Le fameux classe D n'est pas à la hauteur du tout par rapport à nos ambitions. Là-dessus, on ne se rejoint pas du tout. Ce qui est surprenant également avec les enceintes actives, c'est qu'on voit par exemple quand on parle de produits très haut de gamme, la plupart des manufacturiers, que ce soit Boulder, que ce soit Jeff Rowland, tout le monde fait des efforts pour avoir des boîtiers d'amplification qui sont parfaitement non résonnants, qui sont contrôlés avec des amortissements et tout le bazar. Et après, on prend un amplificateur et on le met dans une enceinte qui est vraiment une source de vibration. C'est un peu l'inverse de la logique. D'accord, ok. Éventuellement, pour des petits systèmes ou des choses qui ne nécessitent pas forcément l'ultime qualité, ouais. Pourquoi pas, mais si vraiment on veut la recherche de la perfection sonore, il vaut mieux rester sur des blocs déportés. C'est pas le meilleur endroit pour loger un amplificateur, effectivement, dans une enceinte. Ouais. Et dans le cadre du Mont-Salva, parce que Maxime parlait du système Mont-Salva, on parle d'un système multi-amplification. Et nous, tous les essais qu'on a fait avec la multi-amplification, souvent les gens vont dire « Ah, je vais mettre une monotriode sur le médium aigu et je vais mettre un ampli classe D sur le grave. » À ne pas faire. La meilleure solution pour une multi-amplification, il faut utiliser des amplificateurs identiques partout. Si on veut y aller avec la classe D, on y va avec la classe D, mais partout. Si on veut y aller avec le monotriode, on y va avec le monotriode, mais partout. Et dans le cas, nous, on a l'ampli 60 qu'on utilise. Dans le cas de Mont-Salva, il y en a 3.
Donc il y en a un qui alimente les tours de grave et les deux autres, il y a un canal qui alimente le médium aigu, un canal qui alimente le bas médium. Mais on a les amplificateurs identiques partout. C'est important de noter aussi que le AMP 60 a un petit frère depuis la semaine passée qui s'appelle le AMP 45, qui a le format exact du Pré 2, donc un boîtier un petit peu plus compact, mais qui offre quand même toute la qualité sonique du AMP 60. Merci messieurs. Merci. Merci Julien et merci Maxime. Donc pour les gens qui n'ont malheureusement pas pu se déplacer sur le salon 2018, sachez qu'une grande partie de la gamme Verity Audio est disponible en magasin, en écoute. Donc on parle de la fine, on parle de la dernière Othello, on parle de la Parsifal Anniversary, on parle de la Sarastro et bientôt dans les nouveaux locaux, normalement devrait apparaître la Lowencoin. Merci, à bientôt.